Notre prochaine invitée était déjà venue à la veillée elle aussi pour nous raconter un moment qui avait bouleversé son existence. Et il se trouve que depuis, elle a vécu son aventure la plus incroyable. Et donc je lui ai dit, il faut absolument que tu reviennes à la veillée, c'est obligatoire. Et donc je suis très heureux, on est très heureux de l'accueillir ce soir pour les 10 ans. Merci beaucoup d'accueillir Lucie. Bonsoir. Oh. Alors pour faire une petite intro à l'histoire, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en février 2023, je fais un voyage au Gabon avec mon compagnon de l'époque et je reviens un mois plus tard avec un paludisme de forme ultra sévère. Voilà. Je fais 3 semaines de coma et à mon réveil du coma, on m'explique qu'il faut me couper les pieds et les mains. Je fais quelques mois de rééducation et ensuite j'ai le droit de rentrer à la maison tout en continuant ma rééducation la semaine. Et on est au mois de janvier 2024, le soir où mon conjoint de l'époque part dans un fracas et me quitte. Et là je me dis, bon, je fais un petit point, ok, t'as 42 ans, t'as plus de pieds, plus de mains, tu t'es fait larguer comme une bouse, t'as 3 enfants, t'es solo. Ça pue ta vie là, ça va être chaud. Pendant 3 mois, c'est compliqué. Voilà, c'est dur. Et puis je me dis, bon, je suis au fond du trou. Et a priori, ça repousse pas. Donc, juste, peut-être j'ai 1% de chance en fait que ma vie vaille la peine d'être vécue en fait. La suite de ma vie. Juste 1% de chance. C'est pas beaucoup, mais c'est 1%. Par contre, ce 1% là, c'est pas pour le vivre à moitié. J'ai pas traversé toute cette merde-là, toute cette horreur, toute cette souffrance pour vivre une vie un peu bien. Pour survivre un peu, en quelque sorte. Donc je me dis, voilà, si je vis, soit je crève, soit j'ai une vie de malade. Et donc je m'accroche à ce truc-là, je me conditionne, je me mets ça dans la tête. Et puis ça démarre, je commence à faire une rencontre incroyable, 2 rencontres incroyables. Il y en a d'ailleurs qui sont dans la salle, la compagnie des Cabelles, je vous aime. Et puis une des rencontres incroyables dont je suis venue vous parler ce soir, c'est celle de Claudio Alessi, qui est un coach sportif suisse, champion du monde de karaté. Il a plusieurs records du monde dans le Guinness des records, bref. Et puis il m'appelle, il me dit « Viens à Genève, je voudrais qu'on fasse connaissance ». Bon, moi j'ai rien d'autre à faire, vraiment. J'ai envie de voyager. Genève, c'est pas le bout du monde, mais c'est Genève. On y va. Et puis, il me fait asseoir. Et au bout de 5 minutes, il me dit, mais est-ce que t'as envie de grimper le mont Fuji avec moi? Et je m'entends lui dire, oui. Et je rentre chez moi et je dis à mes parents, hey, je vais monter le mont Fuji. Mais comment tu vas faire? Je sais pas. Mais c'est décidé. Et Claudio m'avait dit, t'inquiète, le temps que tu refasses tes muscles, on en a pour 18 mois, parce qu'en fait, il faut que je trouve des sponsors, quoi. L'argent ne tombe pas du ciel, même en Suisse. Donc, je me dis, j'ai le temps. J'ai le temps de m'organiser, de me refaire mes muscles, je suis à fond. Et donc, il me fait un entraînement sportif. Et il m'appelle. 1 semaine après, il me dit, Lucie, il y a un petit changement. Oui. J'ai trouvé un sponsor, on part dans 6 mois. Ok. Alors là, j'accélère. Je vais au sport 4 heures par semaine, je fais de la marche en pente. Il me fait voir une nutritionniste. Là, le couperet tombe. Les plaquettes de chocolat au lait, aux amandes, le soir, c'est plus possible. Et je dois remplacer ça par des sardines à volonté. Bon. C'est le prix à payer. Donc, je m'entraîne. Je passe un test de VO2 max. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici. C'est, en fait, on te met un masque sur le visage pour calculer en fait un peu comment ton corps répond en termes d'oxygène face à l'effort, avec une surveillance cardiaque. Et donc, j'arrive là-bas, hôpital Latour, olympique de Genève, je suis un peu impressionnée, un petit peu flattée aussi au niveau égo, c'est sûr, et puis je rencontre ces gens, et le gars me met le masque sur le visage. Au moment où il me met le masque sur le visage, j'ai cette sensation de réveil, du coma, parce que c'est exactement ce masque-là que j'avais sur la tronche quand j'étais en train de mourir 2 ans plus tôt.
Et là, je sens... Moi, je suis sur des échasses, en fait. Je suis sans arrêt en équilibre. Là, je suis en équilibre. Je fais un effort pour vous parler. C'est pas facile. Donc, à chaque fois qu'il y a une émotion, un grand rire ou une grande émotion triste, je vacille. Et là, je me sens vaciller. Je me dis, Lucie, c'est pas le moment. Et il y a une petite voix qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a 2 ans, t'avais ce masque sur la figure, t'étais en train de mourir. Et ce même masque, 2 ans après, tout pile là, c'est pour grimper le mont Fuji? Bouge. Alors j'y vais, les tests sont concluants et j'ai le feu vert pour y aller, j'ai mon sésame. Juillet arrive assez vite. Je me rends compte que je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Est-ce que c'est pour prouver des choses aux gens? J'ai plus besoin. Est-ce que c'est pour me prouver quelque chose à moi-même? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai ça dans les tripes. Il faut que j'y aille. Il faut que je le fasse. On arrive à Tokyo, le lundi. On dort pas pendant 4 jours. On n'arrive pas à se faire au décalage. Et puis, je crois qu'il y a une espèce d'effervescence, en fait. Il y a quelque chose... J'ai l'impression que ce truc-là, ça va être le point final de ma première phase de reconstruction après tout ça. Cette espèce de preuve que j'ai bien fait d'y croire à ce putain de 1%. Et puis, le premier jour arrive, on démarre, les Japonais nous regardent un peu bizarrement. Et je suis Claudio. J'ai des bâtons, on m'a fait des bâtons spéciaux qui collent à mes bras. Et on avance. Et le premier jour, je prends ça un peu à la légère. C'est-à-dire que, je sais pas, je fais un peu ma caïd, voilà. Et puis, là, les pentes à 40-45% arrivent. Là, c'est moins drôle. Mais à ce stade-là, la lave, elle est très dure, en fait. C'est-à-dire que je vois rapidement que je peux m'appuyer sur 2-3 cm² de lave, ça tient. Donc j'ai confiance en mes appuis, et ça m'aide. Mais c'est compliqué, parce que la prothèse n'est pas mon pied, c'est pas mon corps, c'est des échasses pour moi. Je le redis parce que c'est important de comprendre, quand on marche sur des prothèses, on marche à genoux sur des échasses de 30 cm. C'est pour ça que le mont Fuji, personne n'y croyait vraiment. Moi non plus, en vrai. Et puis on avance. On arrive au refuge après 11 heures de marche. On était parti à 2350 mètres. On arrive au refuge, on est à 3500 mètres. En une journée, on a fait 1200 mètres de dénivelé. C'est pas trop la distance, c'est que c'est vraiment abrupt. Elle est là, la difficulté pour moi. Il y a des moments où j'ai dû enlever mes prothèses, enlever mes bâtons et y aller à 4 pattes pour pas me mettre en danger. On arrive au refuge, on est KO, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Mon cœur bat la chamade parce qu'à 3500 mètres, évidemment, j'ai pas l'habitude. Et puis, je sens la peau qui entoure mes tibias sectionnés. J'ai mon cœur qui bat là-dedans. Je sens qu'il y a une inflammation. Ça souffre. Mais je m'en fous. À ce moment-là, on nous sert du riz collant avec une viande qui vient de je sais pas trop où et une sauce noirâtre. Bon, mais c'est le meilleur repas dégueulasse que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Le deuxième jour, on avait 3 heures pour dormir en fait, parce qu'on est arrivé vers 21h30, 22h, le temps qu'on mange, on se couche à 23h. Claudio me dit, Lucie, il faut qu'on se lève à 1h du matin, parce qu'il faut qu'on arrive à 4h, parce qu'à 4h, c'est le lever du soleil. Donc comme on est lent, il faut partir à 2h, au plus tard, vraiment. Il nous reste pas grand-chose, il nous reste 400 mètres, mais tout le monde sait que le mont Fuji, les 400 mètres, c'est les plus durs. Alors, je me lève, on y va, et là, je fais plus la rigolote, là, je fais moins la maline, parce que je sens que j'ai une boule dans la poitrine qui se fait de plus en plus forte. Quelque chose que j'ai jamais ressenti, un espèce de machin qui est en train de monter, qui est en train de se construire, et là, je me dis, mais j'ai peur, parce que qu'est-ce que je vais faire de cette émotion, en fait? Si elle sort, je pourrais plus marcher après, je pourrais plus me relever, ça va m'anéantir. On continue, on monte. J'ai mal, mais tout le monde s'accroche parce que tout le monde souffre à ce moment-là. Et puis, on arrive à un moment là-haut. Et je sais qu'on est là-haut. Je sais que la station d'avant, on était à la station 9. Il n'y a pas de station après la station 9, c'est le sommet. Donc je sais très bien qu'on est arrivé là-haut. Mais j'ai besoin de l'entendre en fait. Et je dis à Claudio, est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on l'a fait?
Et il me dit oui, on est arrivé. Mais regarde, tu vois le sommet vraiment? Tu vois tout le monde qui s'arrête ici parce qu'il y a écrit Mont Fuji, 3774 mètres. Mais en fait, c'est 3776 mètres. Et le vrai sommet, c'est là-bas, à 200 mètres, à côté du cratère. Et là, il n'y a personne. Tout le monde s'arrête avant. Et là, je me dis, merde, j'y vais. Et là, je sens plus de douleur, je ressens plus rien. Je suis motorisée. Je fausse compagnie à mon photographe et mon caméraman qui vont m'en vouloir pendant des mois. Et j'y vais. Et j'arrive là-bas. Et à ce moment-là, je pleure. Mais c'est pas suffisant. Il y a un cri qui sort de mes entrailles. Un cri... j'ai eu honte un peu sur le moment parce que c'était un cri de bête. Un cri animal. Mais un cri terriblement humain qui, en fait, venait déposer ici toutes les émotions que j'avais vécues ces 2 dernières années. L'horreur, la joie, l'espoir, le désespoir, l'amour, l'horreur, encore. Et là, je comprends pourquoi je suis venue. Je suis venue pour déposer ce truc-là. Je repartirai avec, parce qu'un fardeau, ça se lâche jamais. Et puis, je me rends compte qu'en fait, 2 ans avant, j'ai décidé que ce fardeau, j'en ferai un bagage. Des fois, c'est un fardeau. Il y a des jours où c'est un fardeau. Je pète 3 verres par semaine et je suis incapable de ramasser une pièce de 2 € par terre. Mais c'est un bagage quand il s'agit de m'emmener au Mont Fuji ou de faire encore les autres choses un peu folles qui m'attendent. Donc l'idée, c'est... Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que on dit souvent, il faut faire avec. Il faut faire avec. Ouais, il y a des conditions de vie. Bah voilà, il faut faire avec. Ouais, il faut faire avec, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire avec. En vrai, je pense que il faut faire avec. Et le faire vraiment. Je vous remercie. Lucie disait qu'il y avait un caméraman avec elle parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur cette expédition. Et donc tu fais, Lucie, des conférences et des diffusions de ce documentaire. Donc on va regarder la bande-annonce. J'ai compris que j'avais le choix de revenir ou de pas revenir. En pas, on souffle. Comme le souvenir de mes enfants qui est arrivé devant mes yeux, et il y a eu une microseconde où je me suis dit, mon Dieu, mais je peux pas ne pas revenir pour eux. J'ai trop dans les tripes de faire ça, quoi. C'est impossible que je fasse machine arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est mon objectif de l'année, quoi. C'est ma revanche, en fait. Fabuleux. Ça, c'est fou. Je suis là.